Un bon tiers des projets soumis aux commissions d'éthique réutilisent à des fins de recherche des données ou des échantillons déjà prélevés dans le cadre des soins. Le consentement des patients et la protection des données posent problème dans ce cadre. 3 lois s'appliquent. D'abord, la loi générale LPD, la loi sur la protection des données. La LPD statue dans son article 3 que les données liées à la santé sont des données sensibles. Ensuite, dans l'article 4, que le traitement de données sensibles est soumis au consentement des personnes concernées. Les lois spéciales applicables sont la loi sur la recherche humaine, LRH, et la LEMO, la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques. Il faut savoir qu'en cas de conflit entre ces lois, les lois spéciales prévalent sur les lois générales, selon le principe generalia specialibus non derogant. Les données de santé sont donc dites sensibles. Mais ce n'est pas toujours vrai. Regardez cette liste de résultats d'examen de laboratoire d'un patient inventé qui a consulté en mai 2023. Il n'y a rien de sensible dans cette liste de résultats de laboratoire qui sont tous normaux. Mais évidemment, les données médicales peuvent être très sensibles. Pour revenir à notre patient qui a consulté à cause d'une perte de poids et de fièvre intermittente, le résultat de la biopsie ganglionnaire a révélé une tumeur maligne, un lymphome B de haut grade. Ceci a éveillé la suspicion de l'infection à VIH et le test VIH était positif. Il n'y a pas plus sensible que les données concernant les cancers. C'est des maladies qui engagent le pronostic vital avec entre autres des conséquences économiques sur les assurances, les garanties bancaires, etc. et professionnelles très graves. Il faut aussi penser à des cancers des organes génitaux et ici au VIH. Donc, ce patient a un cancer et il est soumis à la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques, LEMO. Voici ce que la LEMO oblige les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé à faire. Ils collectent des données de base relatives aux patients, c'est-à-dire le nom et le prénom, le numéro AVS, l'adresse, la date de naissance, le sexe, les données diagnostiques sur la maladie oncologique et les données relatives au traitement initial. On peut s'y opposer. L'ordonnance sur la loi de l'enregistrement des maladies oncologiques dit à son article 14, exercice du droit d'opposition, le droit d'opposition peut être exercé par écrit auprès de chaque registre cantonal de T-tumeur. L'opposition doit contenir des informations suivantes sur la personne qui exerce son droit d'opposition, ses noms et prénoms, son adresse, sa date de naissance, son numéro AVS, sa signature et la date. Voici un document rare. Il concerne M. Samuel Tartampion, habitant 13 chemins sans issue, qui a 77 ans et qui est adressé au registre du cancer à la 24 rue du Général Dufour. Chère madame, cher monsieur, je vous prie d'enlever mon cancer du pénis de votre registre avec mes remerciements anticipés et meilleures salutations. Samuel Tartampion. Mais revenons un pas en arrière. J'ai dit que le dossier de notre patient imaginaire comporte aussi des données qui ne sont pas sensibles, comme la liste des examens de laboratoire que vous avez déjà vus. Regardons la créatinine. La quantité de créatinine dans le sang est une mesure de la fonction rénale. Et il y a des gens qui pensent que ce n'est pas aussi fiable chez les noirs que chez les blancs. Imaginons maintenant que, vu que ce patient est noir, quelqu'un veut prendre ces résultats pour examiner l'hypothèse d'une différence entre blanc et noir. C'est un projet de recherche, variation dans la créatine sanguine en fonction de l'origine des patients, ça doit être soumis à la commission d'éthique et le consentement du patient est nécessaire. Voici donc un premier exemple de schizophrénie suisse en la matière.
les données les plus sensibles sont soustraites à l'autodétermination informationnelle, l'autonomie des patients par la LEMO, tandis que même les données les plus anodines, si réutilisées pour la recherche dans le cadre de la LRH, sont soumises à cette autonomie. Il y en aura qui objectent. Il n'y a qu'à demander le consentement. Peu probable que les patients ne soient pas d'accord. Mais ce n'est pas si simple. Si on s'écarte pour un moment des projets de réutilisation de données existantes vers les essais cliniques de nouveaux médicaments, alors là, d'obtenir le consentement, c'est chose simple. Vous avez le patient sous la main, il ou elle est intéressé par les nouvelles perspectives pour sa propre maladie, ce n'est pas difficile. Mais si vous voulez le consentement pour la réutilisation de données, parfois relevé il y a de nombreuses années, le patient a disparu, il a déménagé, il n'est plus là, et en tout cas il n'est pas intéressé par les résultats de telles recherches qui sont assez loin dans son vécu quotidien. Donc il y a un paradoxe. Les difficultés d'obtenir un consentement éclairé conventionnel sont autant plus grands que le risque est petit. Deuxième objection, c'est les essais prospectifs randomisés qui font avancer la médecine, pas le réchauffer de vieilles données. Mais détrompez-vous, la réutilisation des données médicales pour la recherche importe, surtout à cause des dispositifs médicaux. Vous mourrez tous avec un dispositif médical, un implant dentaire, un cristallin en plastique, un appareil auditif, une prothèse de hanche ou de genou, un pacemaker, une valve artificielle, etc. Et ces dispositifs, malgré leur qualité, peuvent montrer des dysfonctionnements. L'implant dentaire qui vacille, le cristallin en plastique qui s'opacifie, l'appareil auditif qui siffle, la prothèse de hanche qui se déchausse, la prothèse de genou qui s'infecte, le pacemaker qui bégaye, la valve artificielle qui fuit, etc., etc. Regardez ces grand-mères joyeuses. Il importe énormément que les dispositifs aient une espérance de vie de 5, 10 ou 20 ans. Un exemple, les prothèses de hanche. Voici une étude qui a comparé deux types de prothèses. Des prothèses entièrement faites de métal et des prothèses faites d'autres matériaux. Ce que vous voyez dans le graphique, c'est le taux de survie sans réopération. Donc on peut voir qu'après 2 ans et demi, les prothèses faites entièrement en métal sont supérieures aux autres prothèses parce que moins de patients ont été réopérés. On peut dire qu'une évaluation d'effet de traitement au-delà de 5 ans égale réutilisation de données médicales pour la recherche. Il n'est simplement pas acceptable ni pratique de faire des études prospectives randomisées avec une durée de 10, 15 ou 20 ans. Vous refusez. Est-ce éthique? Je dirais que non. Vos données peuvent être utiles à d'autres. Refuser de les partager, c'est entraver le principe de bénéficence. Ces données existent en partie suite à la solidarité sociale exprimée dans notre système de caisse maladie subventionnée. Profiter des données d'autrui, c'est du parasitisme et les dangers sont largement imaginaires. La mise à disposition des données médicales pour la recherche est un devoir de citoyen, comme d'aller voter. Et voici un deuxième exemple de schizophrénie suisse. Le traitement différentiel de 2 comportements socialement utiles. Voici ce que SwissEthics a publié sur son site comme conseil pour la formulation des feuilles d'information. Il existe des données liées à la confidentialité, par exemple la possibilité de vous identifier, en particulier concernant les informations sur votre matériel génétique.
Ces risques ne peuvent pas être totalement exclus et augmentent avec la quantité de données pouvant être appariées, notamment si vous publiez vous-même des données génétiques sur Internet, par exemple, à des fins de recherche généalogique. Suivant le même principe de précaution, voici ce qu'il faudrait dire aux personnes qui se préparent d'aller voter. Il existe des risques liés à la confidentialité, par exemple la possibilité de vous identifier. Ces risques ne peuvent pas être totalement exclus. Par exemple, si vous écrivez sur votre bulletin de vote, quelqu'un pourrait identifier votre écriture. Si vous vous déplacez pour voter, vous risquez un accident en route. En votant par courrier, vous risquez de coincer votre doigt dans la boîte à lettres. Mais il y a pire. Le consentement introduit des biais. Voici le professeur Michael Hirschman de Bâle, un chirurgien orthopédiste. Sa spécialité sont les genoux malheureux, c'est-à-dire des patients qui ont de douleurs persistantes après une prothèse de genou. Il a commencé ses recherches par une enquête pour connaître l'ampleur du phénomène et a envoyé une feuille de demande de réutilisation de données à tous ses patients. Il ne faut pas savoir beaucoup d'allemand pour comprendre que cette patiente particulière n'était pas contente des résultats des traitements. Et pour cette raison, elle a refusé sa permission. Nein, wurde sehr schlecht behandelt vom Chirurgen. C'est stupide, mais humain. Les patients consentent en partie pour faire plaisir à l'investigateur. S'ils sont mécontents du résultat de leur traitement, ils se vengent en refusant leur consentement. Du coup, les patients à problème échappent à l'analyse. Or, c'est les plus importants. Pour élucider ce phénomène, nous avons débuté il y a maintenant 2 ans une étude à Genève qui évalue qui signe et qui ne signe pas le consentement général. Alors on voit très vite qu'il y a des différences importantes selon le diagnostic des patients. Les patients avec un diagnostic primaire de démence signent plus que 2 fois moins fréquent que les patients qui ont une maladie rhumatismale. Il y a d'autres différences marquées, mais plus difficiles à expliquer. Par exemple, le taux de ceux qui donnent leur consentement varie énormément selon l'endroit où ils habitent. Voici un graphique de survie après diagnostic de cancer à Genève établi à l'aide du registre des tumeurs. En rouge, les patients ayant signé le consentement général, en bleu, les patients n'ayant pas signé. On voit clairement que la survie des consentants est meilleure. Une étude basée sur les seuls signataires donnerait des résultats erronés. Ce biais possible a été évalué il y a maintenant presque 15 ans dans cet article où il y a une quinzaine d'études où on a pu comparer ceux qui avaient donné leur consentement et ceux qui n'avaient pas donné leur consentement. Notons la difficulté de faire de telles études. L'exigence de consentement rend illégale l'analyse de certaines données de ceux et celles qui ne veulent pas participer. Il y avait dans toutes ces études des différences entre participants et non-participants. Le type de cet effet et sa magnitude différaient entre ces études. Ça, c'est une autre mauvaise nouvelle parce que ça rend impossible de corriger par une analyse statistique. Et la conclusion des auteurs est sans appel: to ensure that legislation does not unduly bias observational studies using medical records, thoughtful decision-making by research ethics boards on the need for mandatory consent is necessary. En fait, qui ne signe pas le consentement général? On a déjà mentionné les mécontents, mais également les migrants, ceux qui ne parlent pas français, les infirmes, les très vieux, les démons, les mourants, en bon terme les fragiles. Et voici la liste des études qui donneront des résultats fiables après exclusion de tous ces gens. Veuillez excuser la diapositive surchargée. Voici une photo de cellules HeLa, facile à manipuler et robuste,
Elles sont souvent utilisées en laboratoire. Elles s'appellent HeLa car elles ont été cultivées à partir d'une biopsie d'un cancer du col de l'utérus et la patiente s'appelait Henrietta Lacks. Henrietta Lacks et ses cellules HeLa ont fait l'objet d'un livre qui a été un succès en librairie et qui s'appelle The Immortal Life of Henrietta Lacks. Doctors took her cells without asking. Those cells never died. They launched a medical revolution and a multi-million-dollar industry. More than 20 years later, her children found out their lives would never be the same. Suite à la publication de ce livre, les descendants de Henrietta Lacks ont entamé une action en justice contre la firme Thermo Fisher Scientific qui commercialisait des cellules en disant que c'était de l'enrichissement illicite et en demandant une compensation financière. Il n'y a pas eu de jugement, mais il y a eu un arrangement extrajudiciaire et les descendants d'Henrietta ont reçu une somme d'argent. Mais qu'a-t-on fait des cellules HeLa? Comme j'ai dit, il y a eu de nombreux travaux scientifiques basés sur ces cellules. Mais parmi les plus importants, il y a ceux réalisés par ce chercheur allemand, Harald zu Hausen. En 1983, il publia dans Nature un article intitulé « Structure and Transcription of Human Papillomavirus Sequences in Cervical Carcinoma Cells ». Et c'est dans les cellules HeLa qu'il a trouvé le papillomavirus. We find that the HPV-18 DNA is integrated into the cellular genome and is amplified in HeLa and 756 cells. Cette découverte a été à l'origine d'un vaccin, le Gardasil, qui prévient presque à 100% la tumeur dont est décédée la pauvre Henrietta Lacks. Voici une question pour vous. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? L'entrave au droit de l'autodétermination de Henrietta Lacks ou le développement d'un vaccin contre le cancer cervical, la maladie qui l'a tuée elle-même? Vous allez me dire, c'est des vieilles histoires. Aujourd'hui à Genève, ça ne se passerait plus comme ça. Donc, examinons la situation de Madame Dupont-Garcia à Genève en 2023. Elle a eu une biopsie, on lui demande le consentement pour la réutilisation de cette biopsie à des fins scientifiques. Par écrit, deux possibilités, elle ne signe pas ou elle signe. Première hypothèse, Madame Dupont ne signe pas, pourquoi donc? Ayant lu et compris la feuille d'information, elle réalise que l'anonymisation et le codage l'empêcheront d'exercer son droit à l'autodétermination informationnelle prévu par la Constitution et son droit d'accès à ces données en accord avec le droit de la protection des données. Ainsi, elle craint ne pas pouvoir retirer son consentement si elle change d'avis et ne pas pouvoir recevoir les résultats de la recherche qui la concernent même si elle le souhaite. Peut y avoir d'autres raisons, il faut admettre. Peut-être elle a simplement marre à signer des trucs. N'a pas de stylo sous la main. L'infirmière qui aurait dû lui donner la feuille a oublié. Le repas des midi n'était pas bon, elle signera quand il sera meilleur. L'interne n'a visiblement pas le temps d'expliquer et elle disparaît quand son bip sonne. Envoyée à la maison, la feuille est jetée entre deux éditions dans la Tribune de Genève. Madame Dupont-Garcia est hispanophone et ne comprend pas. Elle est déjà sortie quand la feuille arrive. Sa fille lui dit de ne pas signer, car sait-on jamais, etc., etc. Avant d'envisager la seconde hypothèse, c'est-à-dire que Madame Dupont signe son consentement, demandons-nous qu'est-ce qui est injuste dans le destin de Henrietta Lacks. Bon, elle a eu une vie très très difficile, mise enceinte à 14 ans par un cousin, infectée par la syphilis et la gonorrhée et le HPV par son mari volage, violent et alcoolique.
morte d'un cancer à 35 ans. Tout ça est terriblement injuste. Et puis sa biopsie, mise en culture sans demander son avis, et d'autres qui en profitent sans qu'elle soit compensée. Bon, elle est décédée, mais peut-être qu'il est juste que ses héritiers reçoivent quelque chose. Deuxième hypothèse donc, Madame Dupont signe. Très bien. Mais les feuilles de consentement contiennent toutes un paragraphe qui exclut toute contribution financière dans le cas, il est vrai très improbable, d'un succès commercial. Donc, si vous trouvez injuste que la famille Lax n'a rien reçu en guise de compensation pour les cellules ELA, est-ce vraiment meilleur en Suisse actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, d'abord on peut réfléchir à l'importance de données fiables à long terme, notamment pour les dispositifs médicaux, à l'autonomie des personnes sur leurs données qui n'a pas nécessairement de la valeur éthique, que la mise à disposition des données et des biopsies médicales est un devoir de citoyen et que l'exigence de consentement pour la réutilisation à fin de recherche fausse les résultats de celle-ci. On peut également écarter des craintes irraisonnées. Je vous ai parlé de la LEMO. Il y a aussi les dossiers patients intégrés, toutes ces millions, des milliards de données sensibles collectées depuis plus de 50 ans sans fuite notable. Est-ce qu'on a raison d'avoir toujours peur de la sécurité des données? Et puis on peut réfléchir aux priorités. Les données et échantillons médicaux sont-ils une propriété individuelle dont l'utilisation est soumise aux aléas de décisions personnelles souvent arbitraires ou un trésor commun qu'il s'agit de protéger et d'utiliser à bon escient? Et on peut aussi améliorer la confidentialité des données. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Il s'agit d'un bricolage décentralisé. Il n'y a pas de standard pour le codage ou la pseudo-anonymisation. Des améliorations sont possibles. On pourrait établir des procédures standards pour l'établissement d'une base de données codée selon le protocole d'étude. Et c'est un rôle pour les centres de recherche clinique, par exemple. Et on pourrait s'inspirer de modèles étrangers plus performants. Voici donc une image que vous avez déjà vue. Des prothèses de hanche faites entièrement de métal comparées à d'autres matériaux. Et vous voyez qu'après 2 ans et demi, les prothèses en métal sont supérieures puisqu'il y a moins de réopérations. Mais comme je vous ai dit, une prothèse de hanche doit durer 20 ans, pas 2 ans et demi. Et vous voyez qu'après plus de 4 ans, les courbes divergent. Et au bout de 10 ans, il y a 12% de différence de réopération entre les prothèses de métal inférieur et les autres qui sont supérieures. 12% de différence à 10 ans, ça fait 2000 opérations de révision de plus en Suisse par an, avec le cortège de souffrance, de mortalité et de coûts. Les experts l'auront déjà deviné, une telle statistique sur des centaines de milliers de patients doit provenir des pays scandinaves, où toutes les données médicales sont publiques. Donc public et protégé. Voici la procédure. Following approval of the Ethics Regional Board, the researcher would apply to the relevant government authority for a data link. That data linkage would be performed by the authority using the Personal Identification Number PIN. The process generates a new dataset with all the requested information, but without the PIN, it having been replaced with a new anonymous number. Et si vous avez oublié ce que j'ai dit, vous vous souviendrez peut-être de cette image. Gloire à notre Suisse, il n'y en a point comme nous pour combiner une mauvaise accessibilité des données médicales à une mauvaise protection de celles-ci.